Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui avec Gaëtan Lecoq pour parler autour de son roman Les Pieds nus de Zadkine, édité à La Part Commune. Bonjour Gaëtan. Bonjour Nathalie. Depuis le début de la semaine, c'est vrai qu'on découvre un petit peu, grâce à vous, ce sculpteur qui n'est peut-être injustement pas passé à la postérité comme d'autres. Donc, il a souvent des pièces qui sont... Quand on va sur Internet et qu'on voit ces pièces, puisqu'elles sont quand même... elles sont bien présentes, et que ce soit à Paris ou à l'international, elles ont souvent, ce qui m'a surpris, un trou à la place du cœur. J'ai remarqué ça, alors qu'en fait, c'est... dans le roman, on découvre que c'est plutôt un homme qui voulait raconter l'émotion, l'humain. Je me dis, le siège de l'émotion, c'est quand même le cœur. Pourquoi faire un trou à la place du cœur ? Alors, vous n'avez peut-être pas la réponse, hein, mais c'est vraiment ce qui m'a interpellée dans ces œuvres, qui ne sont peut-être pas forcément toujours abordables, comme vous l'expliquiez. Oui. Alors, non, je n'ai pas de réponse toute faite. Je peux simplement dire que sculpter autour d'eux, laisser le vide représenter l'émotion, c'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Et quand je pense au monument pour la ville détruite, où c'est un homme qui semble porter une terre qu'on ne voit pas, puisque en fait il n'y a pas de terre sur son dos, mais on devine. Et c'est pareil, il y a un trou à la place de la terre, hein, je dirais. Et Alors c'est peut-être parce qu'elle a été sculptée après la guerre. Oui. Peut-être donc c'était que c'est peut-être aussi un rappel par rapport à la destruction, oui, de la terre, oui. Mais justement, est-ce que le trou à la place du cœur, c'est la destruction du cœur, ou est-ce que c'est la création du cœur, donc quelque chose qui serait plus pensé, rêvé, imaginé que réel. Voilà, il ne s'agit pas de sculpter une image possible d'un cœur avec des vaisseaux tout autour, ou comme il est en réalité, mais d'en faire une image rêvée que tout le monde peut se saisir, dont tout le monde peut se saisir et l'imaginer dans ce trou, mais qui n'est pas un trou, qui est un vide imaginaire. Je dirais ça comme ça. D'accord. Bah, vous l'avez quand même un petit peu plus approché que moi ou que la plupart du grand public. Donc vous êtes peut-être plus à même de répondre à ma question. Je ne suis pas un spécialiste. Hein, de Zadkine ? Non, je ne suis pas un spécialiste de Zadkine. Je suis juste un admirateur. Admirateur à la fois du personnage et de l'œuvre. Plus du personnage que de l'œuvre d'ailleurs, parce que comme beaucoup de gens, elle me dépasse et je la saisis pas tout le temps. Mais je sais que les vides sont aussi importants que les pleins dans son œuvre. C'est tout ce que je peux en dire. Et pourtant, la nature a horreur du vide. Alors lui qui a toujours été très imprégné de la nature, c'est peut-être un de ces paradoxes. Oui, mais c'est pas le vide au sens du vide physique, scientifique. Hein. C'est un vide qui laisse la place à quelque chose. C'est plus, un logis où pourrait se mettre tout ce qu'on a envie d'y mettre. Le cœur, c'est peut-être ça. C'est peut-être, vous voulez y mettre des souvenirs, des battements, des émotions, de l'amour, mais vous ne savez pas comment le remplir. Il peut prendre plus de place que l'espace qu'on lui laisse. Et le laisser vide, c'est lui permettre aux gens d'y mettre ce qu'ils veulent. Et à chacun d'y mettre ce qu'il veut, quoi. Oui, tout à fait.
Alors c'est vrai que ce petit enfant, ce pinson que vous appelez, bon on ne sait pas comment il s'appelle, mais c'est volontaire de ne pas lui avoir mis de prénom. C'est pour que tous les petits garçons blessés puissent éventuellement s'identifier. Je ne sais pas, c'est venu tout seul. À partir du moment où Zetkin l'avait dans cette scène où ils vont observer les oiseaux qui passent, il lui donne ce surnom, et à partir de ce moment-là, je ne me suis pas senti la nécessité de lui donner un prénom. Et je trouvais que ça suffisait pour savoir qui c'était, le décrire, la légèreté, un enfant de passage. Il est à la fois tout le monde et personne, et il n'est pas... non, c'est pas que les enfants blessés, c'est tous les enfants. Tous les enfants et puis tous ceux qui ont gardé un cœur d'enfant aussi, parce que c'est pas un livre pour les enfants. Donc c'est le petit enfant, chacun de nous, qui peut éventuellement se reconnaître. Oui, c'est un livre d'apprentissage. Il devient un homme petit à petit au contact de cette famille d'artistes. Il y a la guerre, il y a l'après-guerre. Tout ça le bouscule et lui doit devenir un homme. Donc en chacun de nous, il y a un pinson qui existe, à mon avis. Ça souhaitait. J'espère, oui. Ça souhaitait. Mais même quand il grandit, vous n'avez pas... parce qu'alors, enfant, on peut effectivement comprendre le parallèle avec le petit enfant intérieur de chacun. Mais quand il grandit, qu'il devient un jeune homme, qu'il fait la guerre, vous n'avez pas ressenti le besoin de le nommer ou de lui donner une identité autre que le petit pinson qu'il a été? Non. Il reste le petit pinson qui devient un grand pinson, mais il garde au fond de lui cette cette ouverture d'esprit de l'enfant qu'il a été, les yeux ébahis devant cet homme qui travaillait le bois, qui était capable de tailler des grands Christ immenses pour les églises, ou d'autres formes qu'il ne comprenait pas. Et j'ai voulu qu'il garde cette fraîcheur de l'enfant jusqu'au bout de sa vie, en tout cas de celle qu'on traverse avec lui dans cette histoire. Parce que je pense qu'on a tous en soi cette part d'enfance, et si on la perd ou si on l'oublie, on perd beaucoup de choses. Je crois qu'il faut qu'on la garde et qu'on la protège aussi, qu'on lui donne de la nourriture, et la nourriture c'est la lecture, c'est l'imaginaire, c'est plein de choses comme ça. L'émerveillement. Oui, tout à fait. Et pourtant, bon, lui, la guerre est passée par là, et la guerre ne l'a pas épargné, puisque... Et vous faites référence dans votre livre à une... alors, c'est vrai que chaque région a ses faits d'armes, chaque région a ses légendes, entre guillemets, et ses besoins de figures héroïques. Vous faites référence à... Alors, c'est sûr, on est dans le Lot, puisque c'est au niveau des Arcs, aux prisonniers d'Ess. De cette, une prison à côté de Villeneuve-sur-Lot, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Oui, alors ça, c'est un fait réel que j'ai retrouvé. Et j'avais entendu parler pas de cette histoire-là, mais de différentes histoires de prisons libérées par des résistants, parfois sous l'œil de gendarmes qui ne bougeaient pas, qui laissaient faire, parce que tous les gendarmes n'étaient pas des collaborateurs. Et en me documentant, j'ai retrouvé cette histoire de la prison dont vous parlez. Et c'était intéressant parce qu'en plus, je crois que c'est... Alors je vais peut-être me tromper sur le nom, mais Georges Charpak qui était prisonnier là-bas. Je ne sais pas. Le physicien. Oui. Et pendant la guerre ? Je me demande. En tout cas, quelqu'un d'assez connu qui était prisonnier, qui faisait partie des prisonniers de cette prison. Et c'est vrai qu'il y a eu une mutinerie
et que des résistants ont essayé de les aider à sortir et que ça a échoué en partie. Il y a quand même eu quelques évasions. Il y a eu quelques évasions. Et l'occasion était trop belle d'utiliser cette histoire vraie pour la raconter aussi, et puis pour donner peut-être aussi une part d'héroïsme à ce pinson. Non. Pas forcément de l'héroïsme, juste un fait d'armes, juste une histoire réelle qui s'est passée et qui a été assez dramatique globalement. Et je pense que au fond de moi, j'ai peut-être des comptes à régler avec cette histoire-là. Moi, je suis pas d'une famille où il y a eu des résistants. Ils n'ont pas non plus collaboré, mais ils sont restés dans cette frange de Français qui n'ont pas bougé, oui, et qui ont essayé de sauver leur famille, comme beaucoup de gens. Probablement très honnêtement, mais voilà, donc... alors qu'à une époque, on disait que tous les Français étaient résistants, qu'ils n'avaient pas voulu de la guerre, etc., on s'est rendu compte que c'était pas vrai et que beaucoup ont rien fait parce qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, tout simplement. Donc c'est une manière aussi pour vous de prendre fait et cause, enfin... C'est de réinterroger l'histoire. C'est de réinterroger l'histoire, toujours en se posant la question, qu'est-ce que j'aurais pu bien faire ? Alors, je ne me mets pas à la place de Pinson, je ne me mets pas à la place de qui que ce soit. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire si j'avais été... si j'avais eu cet âge-là, oui, à ce moment-là. Mais quand même, ça... réinterroger l'histoire à chaque fois ça me porte parce que je trouve ça tellement ahurissant qu'on ait pu traverser ça et qu'on le traverse encore dans des tas de pays très proches de la France et qu'on pourrait le retraverser encore quand on voit les pénuries de PQ et de farine dès qu'on dit qu'on va se confiner un mois. Je suis ahuri et je me dis mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça tourne à la guerre ou à l'émeute ? En fait, dès qu'on passe dans l'irrationnel, ça devient complètement incontrôlable. Hein. Oui. Et là, on se demande à qui on a affaire. Quand l'humain peut être très surprenant dans tous ses excès, que ce soit dans le bon comme ce soit dans le moins bon, quoi. Oui. Et quand on lit des textes sur cette période-là, c'est assez... c'est ahurissant, enfin, vu d'aujourd'hui. Hein. Il y a le texte du fils de Jean-Paul Kaufmann, je ne sais plus son prénom, qui a écrit Hôtel de Bretagne, qui raconte l'histoire de Quimperlé, en fait, pendant la guerre. C'est ahurissant de méchanceté, de coups bas, les uns envers les autres, et dans les deux camps, c'est ça qui est terrible. Et, les règlements de compte, et dans des petits villages autour de Quimperlé, on se demande quel est l'intérêt, le besoin. Oui, et c'est terrible. Quand on lit ça, on se dit que la nature humaine est vraiment terrible, quoi. Et à la fois, comme on peut se demander pendant un confinement, comme on a connu, quel est l'intérêt d'un voisin qui va dénoncer son voisin avec qui il entretenait auparavant des relations cordiales, d'aller le dénoncer parce qu'il est sorti alors qu'on n'a pas le droit et... Tout à fait. Et pourtant, on ne vit pas... Alors, s'il paraît qu'on était en guerre, mais pas en guerre comme on a pu... Oui, mais bien sûr. Je me suis arrêté dans un chemin creux pour manger un sandwich avant de venir vous voir. Il y a une voiture qui s'est arrêtée en disant « Monsieur, c'est une propriété privée, veuillez partir ». Et là, je me suis dit « Mais je gêne qui, là en pleine nature certes, à côté d'une ferme, mais bon, c'était pas marqué propriété privée. Voilà, il n'y avait pas d'interdiction de stationner. Et je me dis, mais oui, les gens défendent leur prix carré comme si on allait les agresser en plein milieu de la campagne de Bretagne. Et je me reconnais pas dans cette France-là. C'est difficile. Ouais. C'est difficile. Alors sur ces notes très optimistes, on va se quitter avant de sombrer encore plus bas. On se retrouve demain pour notre dernière journée de la semaine. Et
puis pour terminer, bien évidemment, ce tour de découverte de ce sculpteur Zadkine, Ossip Zadkine, à travers votre roman Les pieds nus de Zadkine, donc édité à la Part Commune. Merci, à demain. À demain. Gaëtan Lecoq, Les pieds nus de Zadkine. Valentine t'allonge sur une couverture près du feu. Elle t'apporte une tisane et, pour te calmer, elle te lit quelques poèmes de Max Jacob, un ami de Zadkine rencontré dans les cafés de Montmartre à la sortie de la Grande Guerre. Ossip parle de Max comme d'un grand ami au sourire éclairant sa chambre modeste. Il raconte le foisonnement d'idées, d'art qui jaillissait à cette époque de l'esprit riche de Max, des manuscrits, des poèmes, des aquarelles, des dessins, des collages. En riant, Ossip se rappelle comment son ami lui déchira ses premiers poèmes, car il les trouvait très mauvais, pas assez éclairés du dedans, comme il disait. Il évoque aussi la vie spirituelle de Max Jacob, qui, depuis quelques années, vit à Saint-Benoît-sur-Loire, près d'une abbaye, parce qu'il a rencontré Dieu. Zadkine reste pudique sur les années difficiles d'après-guerre, quand être sculpteur ou peintre obligeait à un inconfort, un partage, des journées sans manger, des nuits froides, mais où l'amitié et l'entrain des artistes étaient leurs seuls espoirs pour gagner chacun leur part de vérité, et qui sait, un peu de reconnaissance. La voix de Valentine est douce et chaude. Elle t'emmène avec elle dans un rêve éveillé. Dans la forêt silencieuse, la nuit n'est pas encore venue et l'orage de la tristesse n'a pas encore injurié les feuilles. Ossip, à son tour, mêle sa voix à celle de Valentine. Il connaît par cœur les textes qu'elle te murmure. Dans la forêt silencieuse, d'où les dryades ont fui, les dryades ne reviendront plus. Tu vois leur sourire quand ils se regardent, leurs yeux brillent, happés et heureux. Dans la forêt silencieuse, le ruisseau n'a plus de vagues, car le torrent coule presque sans eau et tourne. Zadkine tourne sur lui-même en une lente danse rythmée par les phrases de Max Jacob. Dans la forêt silencieuse, il y a un arbre noir. Et derrière l'arbre, il s'approche de Valentine, il y a un arbuste qui a la forme d'une tête et qui est enflammé. Leurs mains se cherchent et qui est enflammé des flammes du sang et de l'or. Les lèvres de Zadkine sur les doigts de Valentine. Dans la forêt silencieuse, où les dryades ne reviendront plus, il y a 3 chevaux noirs. Qu'est-ce que sont les dryades ? Penses-tu alors que tu t'enfonces dans une torpeur cotonneuse ? Ce sont les 3 chevaux des rois mages, et les rois mages ne sont plus sur leurs chevaux ni ailleurs. Les lèvres offertes de Valentine s'ouvrent au baiser de Zadkine et achèvent ainsi le poème. Et ses cheveux parlent comme des hommes. Tu t'endors, juché sur un cheval noir, petit arbuste à la tête enflammée, et tu suis l'arbre noir qui te conduit au nouveau pays des dryades. L'immense lit blanc t'entoure de toutes parts. Il t'engloutit peu à peu. Tu transpires, tu es maintenant éveillé. Ce doit être le milieu de la nuit. Dehors, le ciel a la profondeur de l'encre de Chine que Zadkine emploie pour ses dessins. Un rideau bouge dans le vent léger et te fait sursauter. Qui du capitaine Flint, de Long John Silver ou du capitaine Achab cherche à te tirer par les pieds ? À moins qu'il ne s'agisse des statues de l'île de Pâques, venues vers toi en un défilé bourdonnant et frappant le sol en cadence. Ploum, ploum, ploum.
Les voiles sont levés, les hommes courent sur le pont, le trois-mâts entame sa course sur l'océan. À nous l'aventure, à nous les trésors. Ploum, ploum, ploum. C'est ton cœur qui bat la chamade. Tu as une incompréhensible envie de pleurer quand, tout à coup, l'image brutale d'un autobus renversé et en feu dans un fossé te fait hurler « Maman !» En ce grand lit immaculé, pâle et malade, tu te sens désespérément seul. Dans la maison silencieuse, nul arbre, nulle dryade et nul cheval noir ne sont là pour te rassurer. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.